Ils sont installés et puis Eden TV, comme vous l'aurez constaté, est déjà aux couleurs de la fête nationale. C'est un plaisir quand même. Et puis on salue au passage tous les responsables, tous les dirigeants, tous les responsables déjà à divers niveaux. Et puis la promotrice, le promoteur, tous, nous les saluons pour les efforts faits au quotidien, sans oublier le directeur général. Oumar Adéandjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Laurent, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Il est à ma droite, lui c'est Laurent Roland-Tonekes. Maury Agua, bonjour, bonjour Oumar Adéandjou, bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin et qui nous suivront évidemment en ligne. Tantôt je vous vois à gauche sur ce plateau, je vous vois à droite. En tout cas sur mon plateau vous êtes toujours à droite, oui. Mais sur certains plateaux vous êtes à gauche. Qu'est-ce qu'il explique? Non, est-ce qu'il m'est arrivé parfois d'être là-bas? C'est rare que je sois là-bas. Bon, pas que c'est un choix, mais il faut avouer que peut-être, comme j'ai l'habitude de m'asseoir ici, bon, peut-être que le mercredi prochain, on va changer des places. On a vu à la une d'un quotidien le DG SBE qui a effectué une sortie pour faire le tour des sites qui vont abriter les festivités et puis il garantit qu'il n'y aura pas coupure. Pendant que je vous posais la question, il y a une coupure. Et chez nous, est-ce que c'est parce qu'ici n'est pas un site des festivités? On ne le sait pas. Bon, allez, Laurent Roland-Tonekes, c'était une parenthèse. Vous êtes venu sur ce plateau ou pas avec de très bonnes nouvelles ce matin? Oui, j'avoue que j'ai très mal à la tête ce matin parce que de toute la nuit, je n'ai pas pu dormir correctement parce que j'ai réfléchi sur la situation des journalistes au Bénin. Je pense que véritablement, il faut que chacun se prenne en charge. Je voudrais déjà rendre hommage à notre confrère Justin Togbé de Radio Mono à Comé qui est décédé hier des suites d'un AVC, selon ce qu'on a appris. C'était déjà un coup dur. Mais il y a un autre encore. Pas des moindres, très influents que nous connaissons, et par souci de protéger un peu ses parents qui sont encore en vie. On n'a pas voulu, ils n'ont pas voulu que j'appelle son nom. Mais un des nôtres aussi a fait un AVC hier, et avec un risque d'hémiplégie qui se retrouve à l'hôpital de Mélentin. Je voudrais convier toutes les autorités, et tous les responsables à niveau des divers niveaux des professionnels des médias, de bien vouloir se rendre dans ce centre-là pour porter assistance à ce confrère. Et j'espère que oui, évidemment, ne pas appeler son nom aussi, c'est quand même aussi protéger sa vie. Mais que les gens qui ont envie d'aider les journalistes se penchent sur ce cas-là, aller à l'hôpital de Mélentin pour chercher à savoir et puis lui porter assistance. C'est beaucoup de difficultés, de peine parce que déjà, ce monsieur, on le connaît. Je ne vais pas parler de ses projets futurs, mais j'estime que véritablement, aujourd'hui, journalistes que nous sommes, nous devons véritablement prendre nos responsabilités, prendre soin de nous, parce que le stress, la pression au quotidien, beaucoup de journalistes, je le dis, ça va déranger des gens que je parle de cette manière, mais beaucoup de journalistes vivent au quotidien. Et quand on vit au quotidien, on est sous stress. Sous stress, c'est qu'après, c'est un AVC qui vous guette, c'est un problème. Et là, je vous ai dit, il y a un risque d'hémiplégie pour ce confrère-là. Malheureusement, c'est avec beaucoup de peine que je le dis. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai échangé avec quelqu'un, deux de ses proches. La situation ne s'est pas améliorée outre mesure depuis hier. Je ne sais pas finalement qu'est-ce qu'il faut faire. Je demande aux autorités, de ceux qui sont venus réformer au niveau de la RAC, de penser davantage à mettre en place les mécanismes pour que les journalistes puissent avoir une prise en charge. C'est très important. Parce qu'ils vous souviennent quand notre consoeur, notre grande sœur, Evelyne Kenom, qui fort heureusement fait partie de l'appareil d'État au ministère des Affaires sociales, a fait un AVC, il lui fallut qu'elle ait des moyens pour s'en sortir saine et sauve. Et donc, évidemment, quand vous avez fait un AVC et que vous n'avez pas les moyens, soit vous mourrez ou soit vous devenez hémiplégique, invalide et finalement, qui prendra soin de vos familles? Véritablement, j'interpelle les uns les autres. Pensez aux journalistes, les journalistes meurent d'AVC et ce n'est pas bon. C'est un coup de cœur de Laurent Roland-Tonekes ce matin. Oumar Adéandjou, quelle est la solution? On quitte la profession? Non, on ne peut pas quitter la profession, c'est en nous, c'est notre sacerdoce, c'est notre passion. En tout cas, moi personnellement, vous m'arrachez le journalisme, c'est que vous m'avez même tué avant même que l'AVC ne vienne faire son travail en fait. Ah, vous êtes déjà, si on vous arrête la profession, vous oui, êtes déjà, vous serez moribond déjà, oui, sans l'AVC. Oui, je serai un vrai mort-vivant, ça c'est une réalité. Et celui dont on parle, celui dont Laurent parle ce matin, mais c'est incroyable, c'est quelqu'un d'extrêmement actif dans le secteur, très proche des confrères. Moi, je vais vous dire, il m'appelle très souvent. D'accord.
on ne se voit pas très souvent, mais il arrive comme ça, il m'appelle, il me dit, ah, mais toi, je t'ai toujours dit, mais on ne te voit jamais. C'est étonnant. Vous voyez quelqu'un d'aussi, comment on appelle, aussi dynamique, qui est dans la fleur de l'âge, et on apprend qu'il a fait un AVC. Donc vous imaginez tout ce qu'il supporte comme peut-être soucis, comme stress lié certainement à la pression, non seulement du travail, mais à la pression du quotidien, comme l'a dit Laurent, parce qu'on vit au jour le jour. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Peut-être que c'est le moment de se pencher sur cette profession-là. Et là, j'en appelle vraiment à toutes les fêtières, non seulement toutes les fêtières, mais également à la grande autorité de régulation aussi. Regardez dans ce secteur-là. Pourquoi ne pas voir? Comment est-ce qu'on peut faire pour, je ne sais pas, mettre cette profession-là à l'abri de ce mal silencieux, de la tension artérielle, des AVC, puisque c'est ça, ce sont ces maladies silencieuses-là qui tuent finalement les journalistes. Du jour au lendemain, on apprend tel est parti. Et ce n'est pas des moindres, quoi. Ce n'est pas comment on appelle, des gens qui ne sont pas du tout actifs, mais c'est des gens très connus. Celui-là, par exemple, moi, c'est parce que Laurent a dit qu'on ne dit pas le nom, mais si on le dit, mais tout le monde va crier au scandale. Ses parents sont en vie, je connais très bien ses parents, je connais même très bien son père. Et s'il n'a pas encore l'information, vous imaginez son père qui parfois est devant la télévision, qui tous les matins. Imaginez que je dise oui, telle personne a fait un AVC. On ne peut pas le dire maintenant. Oui, donc que les gens nous en excusent, hein, ce n'est pas qu'on cache, mais j'ai dit les autorités. Et je sais que dans quelques heures, on saura oui, mais de toute façon, que ce soit pas une information qu'on balance comme ça, à la télé le matin. Parce que vous balancez ça, vous pouvez avoir son père aussi qui fait un AVC. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous avez demandé comment on appelle la solution? Je parlais d'abord je parlais de ce que je ressentais au départ avant de vous donner moi ma solution. Je crois que j'ai déjà donné une fois sur ce plateau-là. C'est créer peut-être, je ne sais pas, les fêtières, comment est-ce qu'elles peuvent s'organiser pour nous créer comment on appelle, une assurance maladie. C'est important. Ça existe. Moi, je suis sûr qu'il y a plein d'associations en Occident qui sont prêtes, à venir aider les journalistes. Il suffit simplement d'aller contacter ces associations pour dire voilà au Bénin la situation des journalistes aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il y a des bonnes volontés dans ces pays-là qui sont plutôt nantis, qui sont prêts à mettre 1 euro, 2 euros ensemble pour venir donc nous mettre en place cette couverture maladie pour tous les journalistes. Et à nous aussi de participer, je ne sais pas, 1200, 1500, 2000, 15 000, comment est-ce qu'on peut participer également pour que dès que l'un d'entre nous se retrouve dans la situation, on puisse le prendre en charge. Parce que finalement, qu'est-ce que moi je comprends? On ne peut rien attendre de nous, nos autorités. Il faut qu'on se prenne en charge. C'est ce que ça veut dire. Parce que si depuis ce temps, tout le monde, on meurt, d'autres... Enfin, rien que dans cette semaine, on a parlé déjà de 2. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un souci. On doit maintenant être proche d'une quarantaine de décès de journalistes. La grande partie, c'est AVC. AVC. Et aussi, il faut qu'on écoute notre corps. Il faut qu'on écoute notre corps. Lorsque nous arrivons à la limite ou à la lisière de ce que notre corps nous dit, je n'en peux plus, il faut qu'on l'écoute. Parce qu'il ne sert à rien d'être tout le temps en train de montrer que vous êtes camarade travailleur et puis après finalement vous n'écoutez pas votre corps et ça vous surprend. Donc faisons l'effort de faire un bilan une fois l'an et que l'État nous aide, comme vous l'avez dit, que les bonnes volontés nous aident. Nous allons maintenant partir avec les sujets choisis pour donc l'analyse sur ce plateau. On va commencer par la Cour impériale, nouveau palais du Sinaboko et la reine de la Gani qui talon touche du doigt les rénovations, mais il annonce également qu'il sera présent à la Gani du côté de Niki. Et un quotidien nous a informé qu'il a été ovationné à Tchaourou. C'est ça qui m'a fait beaucoup sourire. Et le président Patrice Talon avait dit que c'est à la fin de son deuxième quinquennat qu'on comprendra donc qu'il est à bon nom. Je me rappelle bien. Et il vient de démontrer une fois encore que même depuis Cotonou, on peut rénover le palais de Niki. La Gani, ce n'est pas une fête qui date d'aujourd'hui. Et une fête identitaire. Plusieurs présidents ont pris par là. Mais aujourd'hui, on nous parle d'arène, de la reine de la Gani à Niki. Laurent Ronaton Ikes, franchement... le président de la République, il tient à ce que le Bénin soit quand même attire beaucoup de touristes et que le Bénin soit un pays qui
se hisse vraiment à un niveau donné dans le monde entier? Alors, je l'ai de tout temps répété, hein, les efforts de ce gouvernement dans le domaine du tourisme, c'est à saluer considérablement. Certains pays en Europe, en Occident, vivent du tourisme à proprement parler. En fait, les recettes issues du tourisme contribuent. Afrique, hein, oui, contribuent. La Tunisie, oui, le Kenya, le safari au Kenya et autres, la Tanzanie. Je crois que les efforts qui ont été faits dans le domaine du tourisme, c'est à saluer. Et quand nous savons très bien que le Bénin est un et indivisible, que le chef de l'État en arrive à construire l'arène à Ouida, et je crois que le fait également à Niki, c'est rendre justice à tous les citoyens béninois. D'ailleurs, la Gani... parler de rendre justice. Oui, justement, parce qu'à un moment donné, quand la grande fête qui réunit les Béninois dans la partie septentrionale, c'est la Gani. D'accord. Et donc, la fête du Vaudou étant celle qui nous rassemble le plus souvent, même si c'est national, au sud du Bénin, c'est la fête du Vaudou. Et on a construit tout ce qu'on a fait à Ouida, à Gani, où la plupart du temps, nos frères et sœurs de la partie septentrionale se retrouvent à travers la Gani. Et même maintenant, ceux de la partie méridionale se rendent là-bas. C'est une grande fête d'identité. Je crois que quand on fait ça, il y a l'équilibre qui est rétabli dans une certaine mesure. Il faut vraiment saluer cela. Et puis après, la qualité des infrastructures, parce qu'au-delà de tout, vous savez, si vous avez été à la Gani une fois et que vous voyez le nombre de touristes qui viennent participer à la Gani, vous allez vous rendre compte que oui, construire ce qu'il a fait là, il fallait le faire parce que ça va davantage attirer les touristes et ça participe à la mobilisation de recettes pour l'économie nationale. Je crois que c'est à saluer. Ce n'est pas qu'à Niki, il y en a à Ladan, il y en a à Bomé, il y en a un peu partout dans certaines régions, notamment à Porte-Nouveau, où on est en train pratiquement de reconstruire Porte-Nouveau. Wow. Et quand vous allez voir, révéler la cité de la Cruz de Granvier, par exemple, ce projet également, du gouvernement, je crois que à bien des égards, sur des situations données, je crois qu'on doit être fier de ce que le régime de Patrice Talon a fait. Même si, après, on peut faire le débat, est-ce qu'on n'est pas d'accord sur certains points. Oui, pour ce qui est fait, j'estime que pour ce qui est fait à Niki, il faut apprécier, il faut saluer. Vous l'avez bien dit, des présidents sont passés. C'est vrai que avec le temps, les visions ont contribué à faire ce qu'il a fait, parce que d'ailleurs d'autres ont mis les moyens, évidemment, pour la fête de la Gani, mais n'ont jamais pensé à la réalisation d'infrastructures. Peut-être que leur vision n'est pas allée dans ce sens. Celui-ci est venu, et c'est quelqu'un qui veut bien faire un certain nombre de choses, parce qu'il estime qu'en le faisant bien. Parce que vous savez, quand les touristes viennent chez vous, là, ils recherchent la qualité d'abord. La qualité de l'accueil et la qualité des infrastructures sur lesquelles il y a des prestations, des activités, tout ça là. Parce que si vous voyez, vous savez très bien par le passé, il y a beaucoup de poussière. Hein, quand on fait la fête du Vaudou, assez de poussière, à Niki également, la Gani, c'est assez de poussière. Mais quand on construit l'arène là, c'est quand même au moins circoncis. En fait, l'organisation dans un endroit donné et avec les commodités qui accompagnent. Je crois que nous avons l'habitude de voir les gens construire des arènes dans leur pays avec tous les soins possibles, ce qui ça donne. Donc quand on voit ça et que c'est bien, il faut le faire. Il faut le faire chez soi. Quand on veut voir que c'est bien ailleurs, il faut le faire chez soi. Et donc pour ça, je pense que véritablement, nous ne pourrons que dire merci au gouvernement, merci pour ce qui a été fait en ce sens, même si je pense que parfois on ne va pas tout le temps dire merci ou félicitations. Oui, parce qu'ils ont promis de faire mieux, mais on apprécie à juste titre. Et on dit oui, bravo pour ça, parce que oui, ça va davantage impacter, ça va davantage drainer le tourisme pour notre pays. Oumar Ariajou, vous étiez en train de rire. Laurent dit qu'il ne faut pas dire tout le temps merci, hein, puisqu'ils ont promis, nous en faire davantage, et donc il faut qu'ils en fassent encore, c'est leur devoir, donc on n'a pas à les remercier. Oui, je souriais parce que après tout ce que Laurent a dit, vous imaginez, je me remets à dire aussi les miens, encenser encore tout ce que le gouvernement fait de bien. On nous traitera à la fin, surtout les internautes, de laudateurs du pouvoir. Non. Et ça, je me dis que c'est pas très intéressant. Je ne suis pas un. Non, bon. Moi non plus, je n'en suis pas un, mais moi je dis très objectivement ce que je pense également. Mais moi, je vais vous dire une chose. Oui. Moi, je pense que il y a quelque chose, le Bénin est arrivé comme à un tournant. Oui. Et je pense que la population également prend le pli en ce moment. On est en train de comprendre que finalement, le Bénin ne sera plus comme avant. Le Bénin est vraiment sur un nouvel élan.
Parce que quand vous avez cité tout à l'heure, comment on appelle la Tunisie, le Kenya et tout ça, moi je vais un peu plus loin. Parce que pour le Bénin, ce n'est pas seulement les sites touristiques, ce n'est pas seulement, tu as dit, aménager des sites où les touristes viendront voir et aller dormir ensuite dans les hôtels. Moi je pense plutôt aux Seychelles, je pense plutôt à l'île Maurice, où le cadre de vie est exceptionnel. C'est des pays qui, mais quand tu rentres, tu te crois en Occident. Et moi je crois que le Bénin est vraiment parti sur cet élan-là. Il y a ce souci-là de la qualité, de la qualité de vie, du cadre de vie qui accompagne le travail du président Talon. Et moi, je pense que c'est important. Regardez un peu ce que la SGDS fait à travers le pays, ne serait-ce que dans la partie qui concerne donc, le Grand Nokoué, le travail qu'ils font en matière de ramassage d'ordures, en matière d'hygiène dans la vie publique, enfin, c'est exceptionnel. Et donc, moi, je pense que ce n'est pas seulement attirer uniquement les touristes, il y a quelque chose qui est de l'ordre également comment on appelle, de bien-être de la population qui accompagne cela, avec la création justement de ce ministère appelé le ministère du cadre de vie. Et moi, sincèrement, depuis quelques jours, quand je m'assois comme ça, quand je pense au Bénin, j'ai envie de voir le Bénin, comme par exemple l'île Maurice, qui est un pays, mais quand tu rentres, tu as l'impression que tu es en Occident. Rien qu'en regardant les chaînes étrangères qui montrent quelquefois les villes, les endroits de ce pays, tu te dis, mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, et je pense qu'on est parti pour un tel travail également au Bénin. Et concernant maintenant la cour impériale de Niki, moi je pensais qu'il fallait vraiment y aller. Il fallait vraiment y aller. Parce que depuis un moment, moi, je me disais que le président Talon, au finish, pour faire, comment on appelle, pour se faire ovationner dans le pays, il va rester entre les 4 murs du palais de la Marina, recevoir les uns et les autres. Il a reçu d'abord, je crois, les maires. Après, il a reçu, je crois, tous ceux qui travaillent autour donc, comment on appelle, du CES pour que cette institution-là également puisse jouer véritablement son rôle. Il a reçu pas mal de personnes. Récemment, c'était les jeunes. Et donc, moi, je me disais que c'est au palais de la Marina qu'il allait faire tout ça. Et je me rends compte que non, il n'est pas seulement coincé au palais de la Marina. Il ne veut pas rester dans le beau cadre du palais de la Marina pour se faire ovationner. Il veut également sortir, aller jusqu'à Niki, rencontrer le Sinamboko lui-même. Moi, je pense que c'est quelque chose de très bien. Après tout le travail qui a été fait, vraiment, il était important pour lui d'aller toucher du doigt. Et il a touché du doigt. Non seulement il a touché du doigt, il a promis également continuer. Il y a d'autres infrastructures qui seront connexes à tout ce qui a été déjà fait, qu'il compte également et finaliser. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument saluer. On n'a pas besoin de comment on appelle. C'est factuel. On n'a pas besoin de dire non. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si? Est-ce que non? Ça se voit. Ça se voit et tout le monde en parle. Et comment on appelle, à Tchaourou, vous m'avez dit qu'il a été ovationné. Je sais pourquoi. Ah non, je ne l'ai pas dit, c'est le journal qui l'a dit. Hein. Le président a été ovationné à Tchaourou. À Tchaourou, je pense qu'il y a de bonnes raisons aussi. Allez regarder aussi les infrastructures là. Non, les populations savent apprécier. Voilà, voilà. Les populations, c'est comme des enfants. C'est comme des enfants. Un enfant, oui, c'est comme des enfants. Un enfant ne fait pas dans la dentelle. Un enfant, c'est comme un innocent. Quand vous faites bien, la population va vous apprécier. Voilà, et c'est ce que je voulais dire. Donc, quand on fait bien, la population voit. Même là où on considère être le fief, on va dire peut-être de l'opposition, on va pas, comment on appelle, et tourner autour du pot. L'endroit même qu'on considère comme étant le fief de l'opposition, il arrive là-bas et il applaudit. Cela ne veut pas dire que peut-être dans les urnes, tout le monde va voter pour lui. Merci, non, je ne dis pas ça. Mais on reconnaît au moins une chose. On reconnaît au moins une chose. On reconnaît que celui-là, non. Il n'a pas choisi de faire les choses, c'est-à-dire en tenant compte de considérations politiques. Non, il est parti avec une vision bien précise qui prend en compte tout le Bénin. Que tu sois de l'opposition, que tu sois de la mouvance, il s'en fout. Il travaille pour le Bénin tout entier. Et je pense que ça aussi, ça va peser dans la balance, même si on n'est pas sûr à 100% qu'on va tous voter pour. Ça va peser dans la balance. Et forcément, il y a certaines personnes qui sont séduites. Et ça aussi, c'est une opération de séduction. Ne vous trompez pas. C'est une belle opération de séduction. C'est de la communication politique aussi. On va au-devant des populations. On parle de reddition de comptes. C'est une autre forme de reddition de comptes aussi. Hein. On essaie de rencontrer les gens pour dire voilà ce que j'ai pu faire. Ok, c'est très bien, vous m'avez apprécié, mais moi je pense que ce n'est pas encore fini. Donc, et on se rend compte que celui-là, il a envie de faire. Donc, bon,
Dieu soit loué, il a promis de partir. Sinon, on aurait pu faire encore d'autres interprétations. Bien sûr. D'autres interprétations ce matin. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est une opération également de séduction de la population. Parce qu'il a même annoncé encore à Niki que pour son dauphin, il sera là. Il va faire le choix avec nous. Donc vous voyez, c'est pas qu'il veut partir. Il veut être très actif également en 2026 pour donc sa succession. Très bien. Laurent, vous voulez réagir? Moi, je pense qu'il faut, au-delà de tout, je l'ai reconnu, hein, le chef de l'État a fait des choses extraordinaires, en tout cas pour ce qu'il a construit. Mais il y a des gens qui peignent tout en noir qui ne vont jamais reconnaître. Non. Il y a toujours des gens comme ça. Laisser chacun dans son rôle, et chacun, oui, apprécier. Même ce que nous apprécions ce matin, il peut arriver qu'à des moments donnés, les gens trouvent les choses à dire là-dessus. Donc, parce que nous n'avons pas tous les éléments en notre possession. Nous apprécions ce que nous voyons, et j'apprécie ce que je vois à juste titre pour reconnaître que oui, c'est un effort considérable qui a été fait. Sauf que je pense que même, c'est pas parce que les gens applaudissent un chef d'État au bord de la voie qu'il faut penser que tout de go, qu'il porte fièrement ce chef d'État. Parce que malheureusement, et Patrice Talon, le chef de l'État, je crois qu'il en est très bien conscient, parce que c'est un vieux de la vieille, comme on le dit. C'est pas parce que les gens se... Parce que, Oumar Diandjou, je parie, vous êtes dans cette maison-là, on vous dit que le chef de l'État est au portail là. Non, je serais tenté d'aller regarder. D'aller regarder. Ne serait-ce que pour la curiosité. Parce que pendant 10 ans, vous ne l'avez pas vu comme ça, à proprement parler. Venez vous parler, on arrive, le président... Mais j'essaierai même de voir si le président, il est à Cotonou, on ne le voit pas. Si vous avez eu par le passé un président qui était sur tous les fronts, que vous voyez tout le temps, et que vous voyez un président maintenant que vous ne voyez pas... Excusez-moi, ça c'est pas faux. J'ai vu Yahi Bounoumé 2 ou 3 fois. Voilà. Même s'il n'était pas très proche, je l'ai vu comme ça. Donc pour vous par dire contre, Talon, mais la curiosité peut pousser les gens à sortir et à crier. D'ailleurs, même quand un chef d'État sort, c'est comme un mythe. C'est automatique. C'est comme un mythe. Ce n'est pas l'expression d'appréciation de quoi que ce soit d'abord. J'estime que véritablement, ce n'est pas forcément ça. Ça peut être ça dans bien des... C'est pourquoi le président Yahi prenait du plaisir à monter sur son émigrant. Voilà, donc pour vous dire que oui, donc le chef de l'État devrait être, pour moi, hein, en être très conscient, il comprend très bien que c'est pas parce que les gens viennent d'abord pour dire bon non, surtout quand il va à Papa où les gens disent 100 ans, 100 ans, 100 ans pour vous, 100 ans pour toi. C'est pas en fait ça même. Pendant la période des élections, ils vont dire, mais écoutez, quel 100 ans? Non, nous, on n'est pas d'enfants de 100 ans. Non, c'est pas faux. Il ne faut pas oublier une chose aussi, donc c'est la réalité. Non, je ne dis pas que certains n'apprécient pas. Hein. Non, j'ai bien apprécié ce qu'il a fait et que beaucoup apprécient. Ce sont les 100 ans qui me font rire. Et c'est réel, vers Papa là-bas, on entend ça tout le temps. Donc, en réalité... Il a assaini pratiquement tout à Papa. Et là, il ne connaît pas la Constitution. Voilà, il décide de fixer l'année qu'il veut, le président qu'il veut. Imaginez les jeunes qui disent 100 ans, ils rentrent à la maison, son père lui taloche pour dire, mais quel 100 ans? C'est toi, j'ai vu dans le 100 ans. Avec ce que moi je subis ici, là, toi, tu vas dire 100 ans. Donc, en fait, en réalité, il faut comprendre la situation. Non, le chef de l'État a fait beaucoup de choses qu'il faut apprécier, au-delà de tout. Mais il faut que nous fassions très attention pour que les gens ne pensent pas que tout de go ça passe. Parce que, oui, on a vu... Les gens crier le nom d'un président version dauphin ici, mais on sait très bien. Le Béninois est quand même terrible. Hein. Il sourit avec vous, il est avec vous, mais il sait très bien que dans son cœur là, qu'il veut marquer un coup. Donc, évidemment... Non, mais moi, je pense que le président Talon en est conscient. Il n'y a qu'à regarder comment est-ce qu'il est en train de s'y prendre pour pouvoir nous dévoiler, ne serait-ce que son dauphin. Fin stratège. Il ne va pas comme ça dire non, non. Aucune déclaration dessus, chacun se bat comme il peut. On entend même dans le BR certains qui disent déjà moi je serai candidat. Et jusque-là, le président ne réagit pas. Quelques petites phrases qui sortent. Je serai là avec vous pour choisir mon dauphin. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il va faire le choix. Mais non seulement qui lui convient, et qui très certainement va convaincre... Azana a combattu ça, n'a pas été d'accord avec ce qu'il a dit. Oui, je suis parce que quand on combat après nous, c'est nous, et qu'on dit on va s'impliquer fortement dans la direction des... C'est peut-être mauvais, mais moi, je vais vous dire, c'est sincère ce que je vais dire, hein. Chacun peut l'interpréter comme il veut. Regardez un peu tout ce qui a été fait aujourd'hui au Bénin. C'est inédit. Peut-être si quelqu'un l'a fait avant Talon, on va dire que c'est Maga. Parce que c'était le tout nouveau Bénin, il fallait construire le plus grand hôpital du pays, il fallait faire les routes et tout ça. Donc Maga l'a fait à un moment. Et puis après, bon, on a vu Soglo qui est venu aussi redresser plus ou moins les choses. Mais pour ce qui est en train d'être fait là, tout de suite,
disons clairement les choses, ne serait-ce que sur le plan du cadre de vie, sur le plan des infrastructures, non, soyons clairs, c'est le plus grand réformateur que nous avons jusque-là, actuellement. Comme le roi oui, voilà. Dans un autre contexte, dans un autre royaume. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ça, quel que soit ce qu'on va dire, quel que soit ce que, comment on dira, comment le Béninois est lorsqu'il va aux urnes et tout, ça aussi, ça va peser, quoi qu'il en soit, dans le cœur des Béninois. Dans leur choix, ça va peser effectivement. Et ça, c'est un argument qu'il pourra utiliser pour dire, vous voulez que ça continue ou pas? Vous voulez que le pays soit encore plus beau, vous voulez que le pays, on fasse encore plus de réformes qui vont permettre au pays d'engranger encore plus de reconnaissance sur le plan international, ne serait-ce que en ce qui concerne la bonne gestion, en ce qui concerne l'orthodoxie financière, avec tout ce qu'on a eu comme notes données par les grandes agences qui notent, donc même les pays les plus industrialisés, qui nous donnaient également de bonnes notes. Ça, c'est des choses qui vont brandir aux populations pour dire, voilà ce que j'ai pu faire. Vous voulez que ça continue, prenez celui-là. Et ça aussi, je pense que ça peut aider. Et je pense qu'il est dans cette logique-là. Et il ne va pas, il t'a dit qu'il n'hésitera pas à utiliser tout ce qu'il a pu, faire en ce moment, en moins de 10 ans dans le pays, pour aider également son dauphin. Donc, il va faire tout pour que ça marche. Et moi, je pense que ça aussi, ça va compter. Quel que soit ce qu'on dira, quel que soit ce qu'on pensera, ça va compter. Les Béninois ne sont pas contents. Ondoyant, non? L'homme ondoyant, l'homme est changeant. Divergent ou bien quoi, oui. Une expression qui dit ça. Prenez celui-là n'est pas lui. Hein. Je suis complètement d'accord. C'est pas lui. Mais si le maîtrise, si on vous dit que je le maîtrise. Est-ce que le peuple veut que le président maîtrise son dauphin? C'est la question qu'il faut se poser d'abord. C'est cela que nous ne devons pas accepter. Parce qu'on va pas... Non, oui. Vous dites qu'on ne doit pas accepter ça. Oui, justement. Parce que le mot maîtriser que j'ai utilisé, moi-même, je le regrette. Justement. On ne peut pas dire non, c'est pas ça, c'est pas ça. Celui qui est capable de continuer, je pense qu'il est capable de continuer. Est-ce que vous avez lu l'expression de Candide Azanaïe? Bon, on ne va pas revenir sur ça. Moi, je n'étais pas venu sur ça. Vous avez dit on ne va pas revenir. Moi, je n'étais pas venu sur ça. Moi, je pense que véritablement, le dauphin de Patrice Talon doit être lui-même. Ça ne doit pas être quelqu'un que Patrice Talon maîtrise. Ça va pas être. Oui, le dauphin doit être ce qu'il est. Il doit être lui-même. Même si c'est Patrice Talon qui l'a aidé à mais moi, je vais aimer qu'on ne retourne pas en arrière. Il faut que le pays continue. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez quoi en disant quoi? Vous voulez que Patrice Talon continue? Non, c'est pas ce qu'il dit. Il a dit, il est en train de dire qu'il faut quelqu'un qui succède au président, qui puisse faire les choses dans ce sens. Oumar Niandjou, vous qui êtes là, même si Patrice Talon vous donne le pouvoir aujourd'hui, ce qu'il a fait là doit vous inspirer à mieux faire. Forcément. Moi, sincèrement, certains pensent que mieux que lui, personne ne sincèrement, moi, je veux qu'il me donne le pouvoir. Là, franchement, vous allez voir. Ça dit, non, vous allez voir ce que je veux faire. Nouvelle candidature sur ce plateau. Je n'ai pas dit ça. Attention. Non, vous venez de faire votre déclaration. Non, je n'ai pas fait ma déclaration. Je pense véritablement que ce que le chef de l'État, Patrice Talon, a fait aujourd'hui, c'est à apprécier à juste titre. Mais il faut quand même prendre le soin de comprendre que à chaque époque, c'est chaque réalité. Les pavés sous Yahi Bonnet, sous Nicéphore Soglo par le passé, c'était inédit. C'était formidable. Effectivement, parce qu'on avait. Les microcrédits à la FIA sous Boniaï, les microcrédits à la FIA sous Boniaï, c'était inédit. Effectivement. C'est ça. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que nous évoluons, celui qui vient doit faire mieux que les autres. C'est ça. Ce n'est rien d'exploit. Et chaque président va puiser des innovations, Quand aujourd'hui on me parle du dôme, par exemple, au Sofitel aujourd'hui, hier, quand Nicéphore Soglo a fait le CIC, c'était formidable. C'était formidable. Parce qu'à cette époque-là, c'était la meilleure chose qu'on pouvait faire au Bénin. Mais avec le temps, c'est dépassé. Donc j'estime qu'à chaque régime, il faut maintenant se conformer à la modernisation de la vie. La modernité dans le monde entier et s'inspirer de ce qui se fait de beau. Vous allez voir d'ici 5 ans là, le dôme n'aura plus de valeur si quelqu'un d'autre vient faire autre chose que ça. Je suis complètement d'accord avec vous, mais prendre l'envergure avec laquelle le président a pu réaliser ça sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire le nombre de chantiers qu'on a eu au même moment, sans qu'il y ait d'éléphants blancs. Il est en train de dire que les choses sont à l'aide de chaque président. Chaque président, mieux que ça. Même l'éléphant blanc dont vous parlez là, nous avons tous dénoncé ça. Et c'est pour ça que les gens ont chanté Zinsou et Talon était dans leur cœur.
C'est pour qu'il n'y ait pas d'éléphant blanc. Et donc, il fait bien de travailler à ce qu'il n'y ait pas d'éléphant blanc. Parce que s'il travaille et qu'on a encore des éléphants blancs, c'est qu'en réalité, il n'est pas différent de l'autre. Et en cela même, celui qui va proposer n'aura pas assez de chance parce qu'on va dire, mais ce qu'il nous a proposé là, il n'a pas exactement fait ça. Il nous a dit qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc, mais pourtant il y en a. Donc, il a l'obligation de faire mieux que l'autre. Et c'est pareil pour celui qui viendra après lui. Ça. Non seulement il viendra, il va faire mieux, il doit faire mieux, mais en même temps réconcilier les Béninois, être le point de contact entre ceux qui sont en prison et ceux qui sont en prison. De point de jonction entre ceux qui sont en prison, ceux qui sont en exil et ceux qui sont là. Faire en sorte que la balle soit ramenée à terre et que le compteur soit à zéro. Donc j'estime que à chaque président, sa réalité. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des choses que Patrice Talon a réalisé, notamment quand on prend l'Amazon. C'est vrai que même si Azanaï n'est pas d'accord avec l'Amazon, j'apprécie à justice l'Amazon parce que après la statue de la Renaissance au Sénégal, on voit ce que ça fait. Beaucoup de Béninois, quand ils vont au niveau... Moi, j'étais au Sénégal, c'est le premier endroit où il a voulu visiter. La première chose à faire, c'est d'aller faire photo là-bas. Bon, je suis en contact avec beaucoup de personnes de la diaspora. Quand ils viennent au Bénin, première chose, c'est Amazon. Amazon. Donc, je pense que oui, chaque pays doit travailler à avoir une certaine identité qui attire les touristes, qui attire les visiteurs. Donc, je crois que c'est certaines choses, oui, on va apprécier. Et je pense que sur ce plan, le président a réussi parce que avant-hier, j'ai rencontré un monsieur qui vit en France, qui est en vacances et qui m'a dit, mais vraiment, le pays a changé. Oui. Et il dit, en France, je comprends maintenant. Parce que lui, il est conducteur de bus. Il dit, je comprends maintenant. Tu vois les Blancs, il dit, il faut que j'aille au Bénin, voir le vaudou, voir ce qui se passe là-bas. C'est ce que les gens chantent maintenant au quotidien. Et justement, j'ai dit, bon, sur la question du vaudou, par exemple, oui, avant, on voyait la fête du vaudou, les gens tuaient les moutons, les coqs un peu partout. Mais il a dit, mais écoutez, ça ne se passe dans les couvents. Maintenant, venez nous montrer le côté culturel. Voilà. Le culturel dans les couvents, le culturel. Au niveau de l'arène, les gens vont danser. On a vu ce qui s'est passé pour la fête. Au-delà de tout, ce n'est pas une question de, bon, il faut il faut dire non, il est bon à bien des égards. Et c'est un homme, il a fait des erreurs, pour moi, il a fait des erreurs. Mais tant qu'il reste à faire... Mais, oui, il y a des choses... Le français que vous parlez pour décourager les gens là, tant qu'il reste à faire, le gars travaille, et il finit, il se lève, tant qu'il reste à faire, rien ne fait. Comment on peut dire? J'estime véritablement que sur certains chantiers, il a encore du boulot pour être véritablement porté en triomphe à la fin de son mandat. J'insiste là-dessus. Il reste encore du boulot. Oui, il reste combien de mois? Il reste combien de mois? Maintenant, on peut dire quand même qu'il sera... 6-7 mois. Vous dites qu'il reste du boulot pour qu'il soit porté en triomphe. Je pense quand même que les signaux sont ouverts pour qu'il soit porté en triomphe, selon moi. Non, pour une fois, on finit par là. Je vais finir avec ma question. Ma question s'adresse à lui. Je dis, je pense que les signaux sont ouverts pour qu'il soit porté en triomphe maintenant. Ce n'est pas seulement les réalisations qui portent un homme en triomphe. Les réalisations, c'est quelque chose que nous voyons. Mais en fond, donc c'est pour ça que les autres présidents n'ont pas réalisé autant que lui. Non, mais de toute façon, moi je pense que les réalisations, d'accord. Mais ce gars fait pavé, non? Vous aviez vu pavé avant lui. Ils ont dit qu'ils ne vont pas manger pavé. Donc, en réalité, ce n'est pas la réalisation. C'est comment est-ce que chacun se retrouve dans ce qui se passe dans le pays. Comment est-ce que, quand j'ai un parent, vous avez un parent qui se retrouve en difficulté en prison aujourd'hui, du fait des histoires, des intrigues politiques en griffe, aujourd'hui, comment est-ce que vous, Maurice, vous vous sentez quand vous savez qu'il est en train de partir, alors qu'il a peut-être la possibilité de lui accorder une certaine grâce ou une certaine amnistie, même s'il refuse. Donc, je pense que le triomphe dont nous parlons dépend de ça aussi. Ça dépend de ça aussi. Parce que la dernière fois, on a dit ici sur ce plateau également que, oui, il faut, comment vous appelez, décrispation de la tension politique. On a parlé il faut qu'on trouve les moyens de remettre le compteur à zéro à ce niveau également. C'est pas forcément ce qu'il va tout faire, mais je pense qu'il y a des gens... Il y a encore quelque chose à faire à ce niveau, je pense. D'accord. À un moment, il faut le reconnaître, le débat politique, enfin, je ne vais même pas dire le débat, le propos politique chez nous, c'est durci. Que ce soit du côté de l'opposition que du côté du pouvoir. Ça conduit à un certain nombre de choses. Tout le monde est fautif. Moi, je le dis tout le temps. Tout le monde est fautif parce que quand on regarde un peu le cours des événements dans le temps, on se rend compte que
ce sont des actions qui ont fait appel à des réactions également. Et je ne veux pas refaire encore tout l'étalage de tout ce qu'on a eu à dire sur ce plateau depuis plusieurs années. Ce qui a conduit finalement à quoi? À des règles, à des tests qui sont plutôt, on va dire, coercitifs, qui sont plutôt contraignants. Et la contrainte que ces ceux-là ont générée ne sont pas seulement pour l'opposition, mais l'opposition la ressent finalement comme un moyen de musellement, un moyen d'écartement. Ça, il faut le dire. Et on a un régime également qui est très regardant sur les tests. Dès qu'il y a un souci, on punit. Dès qu'il y a un souci, on punit. Et ce n'est pas seulement le citoyen lambda seul qui est puni, même les plus hautes autorités, quelquefois, sont punies. On voit comment est-ce que des préfets ont été débarqués dans ce pays-là. On voit comment est-ce que de très proches du pouvoir ont été finalement jugés et emprisonnés. On voit également comment des personnes proches de l'opposition ont été jugées sans état d'âme parce que c'est les tests. Et donc, finalement, ça aussi, c'est de nouveau dans notre pays. C'est une pilule qui a beaucoup de mal à passer. Et ça crée pas mal comment on appelle, de clivage, ne serait-ce que sur le plan politique. Et donc, on a besoin à un moment aussi que la tension baisse, qu'on puisse se regarder, ne serait-ce que dans l'arène politique, comme des frères. Pas comme des ennemis, mais comme des frères qui sont adversaires d'un moment, avec le même objectif. Parce que je le dis toujours, c'est l'amour du Bénin, l'objectif premier d'un bon politique, normalement pour moi. Son ambition première, c'est comment je fais pour faire évoluer ce pays-là. C'est le sacerdoce de tout politique. Donc, et donc, si eux tous, ils sont des politiques et qui sont de bons, même différents, ils doivent savoir que c'est le Bénin qui nous unit. C'est plus fort que tout le reste. Il faut qu'on se regarde comme des frères. Donc, comme des frères, et comment les Ivoiriens, juste d'un moment. Et comment les Ivoiriens se regardent quand on sait que leur président veut briguer encore un quatrième mandat. Comment les Ivoiriens, nous n'allons pas vous taire, vous enchaînez en même temps. Comment les Ivoiriens se regardent dans ce moment pour un quatrième mandat? J'ai vu une vidéo où il y a des cadres, je ne sais pas si c'était les ministres qui étaient debout dans une salle, quelques-uns assis, en train de suivre le discours de Alassane Ouattara. Et quand il a annoncé qu'il serait candidat, ils ont commencé par crier, sauter, s'embrasser. Il y a une chanson qui a même été déjà composée pour ça. Et la chanson déroulait. Oui. Ils sont champions, ça. Et je dis, comment des gens peuvent s'insulter jusqu'à ce point? S'insulter? Oui, s'insultent. Des cadres bien habillés, costumes, avec des dames bien habillées. Et monsieur qui a plus de 80 ans. 83 ans précisément. Estime que il est là et c'est lui qui peut régler les défis sécuritaires à 83 ans, où il est fatigué. Et des cadres applaudissent ça et crient. Des forces très vives, on va dire. Ils applaudissent ça et crient. D'abord, ils insultent leurs parents qui les ont envoyés à l'école. Je commence par là. Les parents n'auraient pas dû les envoyer à l'école. Je pense qu'il y a un problème en Afrique. On ne peut pas continuer à apprécier des choses comme ça. À 83 ans. On sait très bien que le monsieur, les gens ne seront pas d'accord avec moi, il est grabataire. Non, c'est pas un grabataire ça. Un grabataire, c'est celui qui est sur le lit d'hôpital et qui... Non, il n'est pas grabataire. Je vous dis, c'est vrai que... C'est peut-être une figure de style. C'est peut-être une figure de style. Je le dis. Pour le comparer à moi, c'est vrai qu'il ne peut plus faire 50 mètres plats. Il ne peut plus faire 50 mètres plats. Je m'explique. Vous savez pourquoi il dit ça? Et je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. C'est l'argent qui le maintient là. Mettez Alassane Ouattara dans une condition où il n'est pas chef d'État, où il n'a pas les moyens, il n'a pas les soins adéquats. Il est quoi? Osons nous dire la vérité. C'est les moyens qui le maintiennent en vie, qui le maintiennent debout. S'il n'a pas les moyens, vous pensez qu'il peut tenir debout, marcher comme vous voyez là? Disons-nous la vérité, il ne faut pas avoir peur des mots. Parce qu'en réalité, l'Afrique a besoin d'être délivrée de cette situation-là. On parle de Biya à 92 ans là-bas. Et lui, 83 ans, il veut être candidat encore pour 5 ans. Il finira à 88 ans. Non, il n'a pas dit qu'il a fini. Ah bon? À 88 ans, il va encore faire 5e mandat. Vous imaginez? J'apprécie à justice tout ce qu'il a fait à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a fait beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que il paraît qu'il y a un pont là-bas. Il avait annoncé les couleurs. Il faut qu'on fasse avec ce pont, il faut qu'on fasse un autre mandat. Non, il avait annoncé au cours de l'immigration que ce pont mérite un autre mandat. Il est en plein dans cette affaire-là. Moi, je pense qu'il y a un problème et que les cadres doivent pouvoir davantage réfléchir. À un moment donné, dire aux gens... Bon, j'ai suivi Laurent Gbagbo il y a quelques jours qui disait que, oui, quand il évoquait le cas de Gon Coulibaly, qui devait le remplacer, qui est décédé, et qui dit bon, que finalement... Après Gon Coulibaly, il n'y a pas d'autre.
C'est vrai qu'un bac est parti. Ahmed Bakayoko aussi est parti. Hein. Ahmed Bakayoko, bien évidemment, dans le sobriquet, c'est un bac. Et puis après, il y a d'autres cadres quand même. Il préparait sa succession quand subitement, tout à coup, soudain, quelle raison? Il dit que le défi sécuritaire. Il y a le défi sécuritaire, il y a la réconciliation. Il a nommé KKB ministre de la réconciliation, d'accord, national. Après, lui aussi, sa trahison avec l'opposition là. Ça a rapporté quoi? Quelle réconciliation a-t-il pu faire? Et c'est maintenant qu'il veut faire réconciliation. Je pense qu'il y a un problème, qu'on se dise la vérité. C'est vrai que ça dérange des gens. C'est le mandat de la réconciliation qu'il veut faire maintenant. Quand il était élu, il avait nommé, parce que quand tout le monde a refusé les élections, KKB a trahi tout le monde pour se retrouver aux élections, pour faire le faire valoir à l'ivoirienne. Et ça lui a permis de rempiler. Et après, il l'a nommé ministre de la réconciliation. Mais ça a apporté quoi? Finalement, il a été déchargé. Vous vous rappelez, quand, au soir des élections, KKB montant dans l'avion en train de pleurer, avec toute l'image là qu'on a eu ça. Je pense que l'Afrique n'a pas besoin de ça. C'est l'émotion. Bon, c'est l'émotion. L'émotion. Parce qu'après, il a quand même eu son poste de ministre de la Réconciliation, mais sans pouvoir participer à la réconciliation. C'est bien dommage pour l'Afrique. Je pense, j'ai du respect pour Alassane Ouattara, mais je pense qu'à cet âge-là, le mieux pour lui, c'est de quand même trouver un jeune dans ça. Il y a Bitogo là, il y a, c'est vrai, son frère, comment on appelle, photocopie, qui est là également. Il y a des gens qui peuvent le remplacer. Il y a le Premier ministre Begré, évidemment, tous ceux-là quand même. Il y a des gens dans le pays qui peuvent le remplacer. Non. Au fond, je veux parler. Bon, parlez. Bon, le Béninois ivoirien, parlez-nous. Non, mais c'est pas Béninois ivoirien, le Béninois va parler. Vous allez dire les gbé. Bon, je vais dire. Il faut savoir dire les gbé. Je vais casser les papos. Non, faut savoir casser les papos parce qu'on ne sera pas avec vous à Abidjan ou à. Non. Ou à Tacheville. Je pense que le contexte ivoirien est un contexte un peu particulier. Tout ce que Laurent a dit, je le partage, mais c'est ce que je suis même en réalité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut s'éterniser au pouvoir? J'ai toujours dénoncé ça toute ma vie. Mais quand vous prenez aujourd'hui le contexte ivoirien, vous allez voir que les hommes en Côte d'Ivoire sont plutôt clivants. Quand vous prenez un Laurent Gbagbo, quand vous le mettez comme ça, rien que lui seul comme ça, là, il divise la Côte d'Ivoire en deux. Vous prenez Yves, Madame Gbagbo, vous la mettez au milieu, elle divise la Côte d'Ivoire en deux. Vous prenez Blé Goudé, même chose. Vous prenez Soro Guillaume, même chose. Même Ouattara lui-même, vous le placez comme ça, c'est deux. Donc les personnalités sont très clivantes. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve comme solution? On se dit que non, il faut garder un certain équilibre. Et lui, il se dit que pour garder cet équilibre-là, pour éviter que le pays ne bascule encore dans la violence, dans tout ce qu'on a vécu, dans la guerre civile, et lui, il pense que c'est cela la bonne solution. À un moment, il avait trouvé un bon successeur, je crois, en la personne de Gon Coulibaly, mais qui finalement donc, est passé de vie à trépas, et donc ça a créé encore d'autres troubles. Même les soutiens occidentaux de Ouattara aujourd'hui, vous allez voir qu'ils n'en parlent pas, parce qu'ils se disent, ils ont compris cet aspect-là des choses. Ce que vous dites n'est pas faux. Je ne vous arrête pas, puisque ce matin, je suivais RFI avant de venir ici et on a donné la parole aux populations. Certains ont dit que, puisqu'il y a la paix, ils trouvent à manger que Ouattara n'a qu'à rester au pouvoir. Et c'est ce qui fait que Ouattara se permet... Ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés certainement par l'autre guerre, il y a 13 ans. Merci beaucoup. Vous savez très bien, même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, même ceux qui sont... Le problème de l'Ivoirien aujourd'hui, c'est qu'il est fatigué de la violence, en fait. C'est ça aussi, l'Ivoirien. Ils ont vécu tout déjà. Qui n'a pas perdu un proche parmi eux? Moi, j'ai vu des gens se faire brûler en pleine rue. Donc, qui a envie de revivre ça? Plus personne ne veut vivre ça en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui fait que, même quand on n'est pas d'accord, on n'ira pas jusqu'aux extrêmes, quoi. On n'ira pas jusqu'à dire non, on va crier le peu qu'on peut crier. Regardez Laurent Gbagbo lui-même. Ils vont pas aller encore dans l'escalade au point de mettre ce pays à feu et à sang à nouveau. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il y a pas mal de contextes qui font que aujourd'hui, le président Ouattara
se permet un certain nombre de choses en mettant en avant la réconciliation, la sécurité, l'envie de poursuivre tout ce qui a été fait sur le plan économique. C'est vrai que là-bas aussi, il fait du bon boulot, il faut le dire. Il transforme également la Côte d'Ivoire. Il faut le dire, ça, il faut le reconnaître. Et lui, il a commencé depuis très longtemps et il y a beaucoup de personnes qui sont très admiratives de ce que Ouattara est. C'est un technocrate qui est venu dans le moment du FMI, qui a redressé l'économie aux côtés de comment on appelle, de Félix Houphouët-Boigny dans les années 90 où tout était complètement à terre. Il est venu là dire au président, monsieur le président, calmez-vous, on va rien qu'à faire des petites coupes sur le plan budgétaire. Il a fait toutes ces petites choses. Il n'a pas fait ça, notre compatriote. Oui, on a forcément besoin. On apprécie la justice, c'est voilà, la même manière que notre président actuel aussi va chercher donc de bonnes têtes ailleurs aussi pour envoyer chez nous. Donc, vous voyez un peu, il a redressé finalement le pays avec les collaborateurs qu'il avait et qui étaient compétents à ses côtés. Donc, il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui sont très admiratifs de ce Ouattara-là aussi. Parce que, qu'il soit jeune ou vieux, ça c'est ce que lui, il est ça. Il sait le faire. D'accord. Donc, il a ce soutien-là également. Et comme je vous l'ai dit, les personnalités en Côte d'Ivoire aujourd'hui divisent le pays en deux pratiquement. Donc, il y a toute une partie de la population qui est derrière lui également. Ceux que vous avez entendus sur RFI, c'est justement ceux-là. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont le dire, mais ils n'ont plus envie de violence. Personne ne veut... Moi, je crois que... Voilà. Et donc, moi, je pense que tout cela maintenant, tout ce qui reste maintenant, c'est la conscience de chacun, finalement. Moi, j'aurais aimé, c'est sincère, moi, j'aurais aimé qu'il y ait alternance en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a d'autres têtes bien faites qui peuvent diriger ce pays. Ça, c'est moi, mon avis. Maintenant, si ça plaît aux Ivoiriens, tel que ça se fait, parce que c'est le peuple qui décide. Parce qu'au Bénin, vous voyez, depuis quand on a commencé à crier là, le Béninois, il voit le mal de très loin. Et oui, je vous assure. Et un quotidien a mis les deux photos ensemble. Moi, je crois que deux visions. Non, ils ont comparé deux présidents. Moi, je pense qu'il faut comparer deux peuples. Ce n'est pas les mêmes peuples. Okay. C'est ça la différence. Bien dit. Ce n'est pas les mêmes histoires, ce n'est pas les mêmes contextes. C'est ça qu'il faut comparer. Très bien. Il y a d'ailleurs une amie rwandaise qui dit que c'est la paix qui nous saoule au Bénin. Donc, eux, ils ont peur de revivre ce qu'ils ont. Merci. Au fond, si les Ivoiriens se taisent, ce n'est pas qu'ils sont satisfaits de Ouattara. Quand vous avez connu la guerre une fois, vous ne voulez plus retourner là-dedans. Vous pensez que les Rwandais sont heureux? Pour autant, ils sont... Il faut mettre tous... Sont-ils heureux? Oui, non. Je dis quand ils sont heureux pour autant. Parce que le pays se construit également là-bas. Oui, mais il y a des gens, quand ils vont vous parler, ceux qui même sont traqués, même les opposants hors du Rwanda qui sont traqués, surveillés, espionnés, quand ils vont vous parler, vous allez tomber des nues. Bon, moi, je pense que véritablement, quand Ouattara dit il y a 83 ans qu'il sera candidat, mais quand que dans le même temps, on empêche Gbagbo d'aller aux élections. Gbagbo, vous traitez Ouattara d'ailleurs en parenthèse de trucs là. C'est pareil. Gbagbo aussi est truc là. C'est pareil. Bon, c'est pareil. Mais Gbagbo qu'ils ont envoyé à la CPI. Truc là, j'ai pas compris. Comment il a appelé ça? Je me répète. Écoutez, ils ont envoyé Gbagbo à la CPI. Gbagbo a été acquitté à la CPI. Et quand il est revenu, on a sorti affaire de BCAO pour dire qu'il a braqué la BCAO. Donc il ne peut pas... Et qu'il ne peut pas être candidat. Et dans le même temps, Tidjane Thiam, qui est venu aussi également, on a tout fait pour de trouver le moyen pour que non, il n'est plus ivoirien, il est français. Et il empêche la compétition. En réalité, s'il est sûr de lui là, il n'a qu'à laisser la compétition se dérouler normalement. Il y a des vocables que vous utilisez qui méritent un peu, qui ramènent un peu au Bénin. Attention à vous. De toute façon, s'il est sûr de lui-même là, qu'il laisse la compétition se dérouler normalement. Quand vous empêchez déjà avant le jeu, la compétition, vous empêchez la compétition et que vous essayez de neutraliser avant les élections vos principaux challengers, il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a un souci. Ouattara sait très bien ce qu'il fait. Et ceux qui sont autour de lui, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la poigne également, il faut qu'ils... Moi, j'ai vu sur un statut de lui, ceux dont je parlais, j'ai écrit des profiteurs. Ils profitent du vieux. Puis ils savent que le monsieur est fatigué. Oui. Mais ils savent que si le monsieur part... Tant qu'il est là, ils vont manger, ils vont boire, ils vont vivre bien. Ils vont s'en mettre plein dans les poches. Et puis, il y a un autre aspect que j'aimerais évoquer. Pour finir vraiment, regardez un peu la succession en Côte d'Ivoire, comment ça s'est fait depuis un moment. Quand le président, comment on appelle, Houphouët-Boigny devait partir, ça a été compliqué. C'est sa succession qui a été mal faite, qui a conduit à tout ce que nous avons vécu.
Oui. Vous êtes d'accord avec il moi? n'a pas préparé De sa Henri succession. Konan Bédié à... Justement, et vous voyez maintenant, ça explique le fait que... C'est pour éviter certainement peut-être le même problème que Non, c'est Ouattara faux. hésite aussi. Non, 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 non. Et Bien le contraire, il va y compliquer c'est la l'autre situation. problème, c'est l'autre problème de beaucoup de présidents africains. Ils ne préparent pas leur succession. De sorte que quand on leur dit il est temps de partir, ils ne savent plus à quel Qui sein se désigner. vouer. Ils ne savent pas qui Justement, désigner. C'est ça aussi. C'est cette culture-là que nous devons acquérir. Préparer son départ à chaque fois. Quand tu arrives, il faut savoir que le jour où tu arrives, c'est le jour-là que tu dois commencer à préparer ton départ. Et je pense que au Bénin, j'espère que c'est rentré vraiment dans les normes au Bénin. J'espère. Et je crois, oui, je l'espère vivement. J'espère que notre président a déjà préparé sa chose et qu'un bon stratège, il est en train comment on appelle, de baliser le terrain, de tout planifier, de tout aplanir, je veux dire, pour que son dauphin puisse marcher sur un terrain non accidenté et aller Il y a juste... d'autres qui ne veulent pas entendre parler de dauphin. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque dans les États africains. On ne prépare pas les dauphins. Et regardez bien tous ces pays-là, où on a des septuagénaires un peu partout dans le pays, un peu plus même encore dans les pays. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à préparer le truc. Et la plupart du temps aussi, il y a certains qui veulent que ce soit leur progéniture. Et ça passe difficilement auprès des populations et ils ne savent pas comment faire. Merci. Voilà. Je crois que si la Côte d'Ivoire a eu des problèmes après Houphouët-Boigny, comme vous l'avez dit, il n'a pas préparé la succession. Oui. Il se croyait éternel. Malheureusement. Non, pas qu'il se croyait non, éternel. Mais écoutez. Il ne s'attend pas, il ne s'apprête. C'est-à-dire, il ne s'attend jamais à la mort. Non, non, c'est ce que. Mais ne pas s'attendre à la mort, c'est se croire éternel. C'est se croire éternel, justement. Non, ils se disent que ça va venir. Parce que Ouattara, ce que Biya est en train de faire au Cameroun, le jour où il va mourir, il y aura une crise dans le pays. Parce qu'entre ceux qui le soutiennent, il y aura un problème, il y aura de bruit. Parce qu'on a vu ça avec Ouattara et Bédié. Entre Ouattara et Bédié, qui étaient les filles de il y a l'Ouganda également. Entre Ouattara et Bédié, il y avait une guerre juste après la mort de Houphouët-Boigny. Et donc, évidemment, au Cameroun, il y aura la même chose. Ouattara aussi, au lieu de travailler maintenant depuis 5 ans, 10 ans, à préparer quelqu'un, même si Gon Coulibaly est mort, quand même, ce n'est pas Gon Coulibaly seul qui le suit. Il n'y a pas que en bac. Donc, quand il ne peut pas ça, si par exemple, il prend le pouvoir, longue vie à lui, pardon, parce que je ne souhaite pas sa mort, mais si au pouvoir, il en est arrivé à mourir 2 ans après. Nous sommes tous des humains, ça peut arriver à tout moment. Lui, longue vie à lui. Maintenant, s'il meurt 2 ans après avoir pris le pouvoir en octobre, est-ce qu'il a prévu quelqu'un pour le prendre? Parce que c'est là où on risque de basculer encore dans les problèmes. Moi, je pense que véritablement, il faut faire ça. Et tous les présidents, Kagame fait son jeu au Rwanda. Sans penser un jour qu'il faut préparer quelqu'un. Pour lui, c'est comme si c'est éternel. C'est pas éternel. Sassou Nguesso fait de même au Congo. Vous allez, en Guinée équatoriale, Obiang, la famille Obiang, avec tout le bordel, en tout cas, toute la pagaille qu'on observe là-bas. Je pense qu'il y a un problème. Dos Santos l'a fait, évidemment. On a vu ce que ça a entraîné après, finalement. Moi, je pense qu'il y a matière à dire à certains chefs d'État, pardon, si vous aimez votre peuple, faites les choses autrement. Et donc, on souhaite que le Bénin donne le bon exemple, comme le fait notre président de la République, afin qu'il soit, comment on dit, célébré. Macky Sall allait faire la même chose au Sénégal également. Voilà, effectivement. On souhaite quand même que notre président de la République donne la leçon, comme on sait le faire, on l'a donné, la leçon de la démocratie en 1990. On va encore donner la leçon de la succession, on l'espère, pour que véritablement on montre la voie aux Africains qui veulent s'éterniser au pouvoir. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à l'analyse sur ce plateau.